Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la section numéro 3, notamment le cours numéro 6. Donc, allons-y. Alors, notre cours porte sur les systèmes économiques. Donc, nous allons le découvrir. Alors, tout d'abord et avant tout, on doit définir le système économique. Donc, c'est quoi un système économique? C'est une forme d'organisation de l'économie qu'une société réalise pour gérer et administrer les ressources dont elle dispose. Donc, c'est quoi un système économique? C'est l'ensemble de quoi? L'ensemble des règles. On peut dire que c'est la régulation qui permet d'administrer et gérer les ressources rares. Donc, c'est ça la définition d'un système économique. Alors, on peut définir le système économique comme un ensemble cohérent d'institutions juridiques et sociales au sein desquelles sont mises en œuvre pour assurer la réalisation de l'équilibre économique. Donc, un système économique permet de réaliser l'équilibre économique. Certains moyens techniques organisés en fonction de certains mobiles dominants. Par conséquent, le terme système économique recouvre à la fois les cadres juridiques tels que le droit public et le droit privé de l'activité économique et son cadre géographique. D'accord? Donc le pays est inclus aussi. Les formes de cette activité, les procédés techniques utilisés, techniques comptables par exemple, leur mode d'organisation, par exemple l'organisation financière de l'État ou bien des institutions, et enfin un facteur psychologique, le mobile dominant qui anime les agents de la production ou bien les agents économiques, d'accord? Par exemple, l'étude du comportement du consommateur. Donc, c'est un facteur psychologique. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une différence entre un système et un régime économique? Généralement, un régime économique désigne l'incarnation concrète dans l'espace et dans le temps d'un système économique. Le système économique fonctionne grâce à un régime. Par exemple, je vous donne un exemple, le régime douanier, par exemple. Par exemple, pour faire le dédouanement des biens, par exemple, ou des produits. Donc, un régime qui est ainsi l'ensemble des règles qui permettent à l'économie de fonctionner. Donc, c'est ça la différence entre un régime et un système économique. D'accord? Donc, c'est grâce à un régime économique que le système économique fonctionne. D'accord? Donc, le régime économique n'est qu'un élément du système économique. D'accord? Donc, il fait partie du système économique. C'est l'ensemble des règles légales qui, au sein d'un système économique donné, régissent les activités économiques des hommes, c'est-à-dire
leurs faits et gestes en matière de production et d'échange. D'accord? Donc, en matière de quoi? D'activité économique qu'on a étudié la fois passée. Ces règles peuvent avoir un double objet. Premièrement, les rapports des hommes avec les biens, c'est le régime des biens qui pose le problème de la propriété. Et deuxièmement, les rapports des hommes entre eux, c'est le régime des personnes qui pose le problème de la liberté économique. Donc, s'agissant du système des biens, le régime de propriété privée auquel nous sommes habitués aujourd'hui est une simple catégorie historique. Abstraction faite de tout jugement de valeur sur la légitimité ou son efficacité. La propriété privée n'est pas la seule base possible d'une société économique. À d'autres époques, des sociétés ont connu, et certains connaissent de nos jours, des régimes juridiques dans lesquels le titulaire du droit de propriété n'est pas un individu, mais un groupe plus ou moins étendu. À la propriété privée peut s'opposer une propriété collective. En ce qui concerne le régime des personnes, les rapports économiques des hommes entre eux posent trois questions. Le choix de l'activité de chacun, les conditions d'exercice de cette activité et les rapports entre employeurs et employés. Donc ce choix sera-t-il libre ou limité? Cet exercice sera-t-il libre ou réglementé? Ces rapports seront-ils librement déterminés ou contrôlés? Donc c'est tout le problème de la liberté économique. Certainement, la création des systèmes économiques a été faite face à des fins bien précises, ou bien des objectifs bien précis. Donc, quels sont ces objectifs-là? Les principaux problèmes auxquels ils tentent de répondre sont, donc, face à la rareté des ressources et la nécessité de la satisfaction des besoins, il faut résoudre les problèmes qui suivent. Premièrement, on doit poser cette question. Quels biens et services devrions-nous produire et en quelle quantité? Donc, premièrement, on doit définir la quantité et la qualité des biens et des services produits. Deuxièmement, comment nous produisons ces biens et services? Donc, c'est la méthode avec laquelle on peut produire ces biens-là. Troisièmement, à qui s'adresse la production? Donc, là, on parle de la population qu'on doit, pour laquelle préparer ces biens et ces services. Quatrièmement, comment effectuer les trois étapes précédentes pour rendre le système stable et durable? Donc, on a besoin de la stabilité, d'accord, et de la durabilité. Donc, ces deux acteurs-là sont très importants. Et finalement, comment, en tenant compte de ces quatre points, nous générons de la croissance économique? Donc, le but ultime d'un système économique est de réaliser la croissance économique.
Donc, un système économique a plusieurs types. Et ces types-là, on les a vus, je crois, en première leçon, qui contient des généralités en économie. D'accord? Donc, on a essentiellement deux types de systèmes économiques, qui sont le système capitaliste et le système socialiste. Mais il y a quelques pays qui adoptent un mélange entre ces deux systèmes-là et qui s'appelle un système mixte. D'accord? Donc, ce sont les types les plus répandus des systèmes économiques. On va commencer par le capitalisme ou bien le système capitaliste. Donc, c'est quoi un système capitaliste? Donc, ce dernier-là défend la propriété privée. Donc, les privés, c'est eux qui possèdent les moyens ou bien les facteurs de production. La liberté des affaires, la fixation des prix par la loi de l'offre et de la demande. D'accord? On a déjà vu cette loi-là dans l'histoire de la pensée économique. Adam Smith, David Ricardo, etc. Donc, ainsi que l'existence de marchés concurrentiels. Donc, quel type ou bien quelle structure de marché on la touche ici? Donc, c'est le marché concurrentiel. D'accord? La concurrence parfaite. Donc, c'est ça le capitalisme. D'accord? Donc, la propriété privée et le marché concurrentiel. Ce sont des deux éléments très importants qui marquent le système capitaliste. Le capitalisme est souvent vu comme un système économique où les acteurs privés possèdent et contrôlent les biens conformément à leurs intérêts. Et l'offre et la demande fixent librement les prix sur les marchés de la meilleure manière qui soit pour la société. L'essence du capitalisme est la recherche du profit. Donc, le producteur cherche à réaliser son propre profit. Adam Smith, le philosophe et le père de l'économie moderne, l'a dit, ce n'est pas la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'il apporte à la recherche de leur propre intérêt. Donc, dans un échange librement consenti, les deux parties recherchent chacune leur avantage, mais aucune des deux ne peut obtenir ce qu'elle veut sans tenir compte du souhait de l'autre. C'est cet égoïsme rationnel qui peut conduire à la prospérité économique. Alors, dans une économie capitaliste, le capital fixe, comme par exemple les usines, les mines, les voies ferrées, etc., peut être possédé et contrôlé par les acteurs privés. D'accord? Donc, on dit acteur privé ou bien on dit le secteur privé. Ce sont les entreprises du secteur privé. Le travail est acheté contre un salaire. Donc, on peut mesurer le facteur de production travail à travers le salaire, la rémunération. Les plus-values vont aux propriétaires privés et les prix déterminent l'affectation du capital et du travail entre des utilisations
concurrentes. Si le capitalisme, sous une forme ou une autre, constitue aujourd'hui le fondement de presque toutes les économies, il n'était que l'une des deux grandes manières d'envisager l'organisation économique pendant une bonne partie du siècle dernier. L'autre était le socialisme, un système où l'État possède les moyens de production et où les entreprises publiques cherchent à maximiser non pas les profits, mais le bien social de la société. Donc, on en déduit que le capitalisme a des piliers. Donc, quels sont ces piliers-là? Le capitalisme repose sur les piliers suivants. Premièrement, la propriété privée, qui permet aux individus de posséder les biens matériels tels que les terres, les maisons, etc. et les biens immatériels tels que les actions, les obligations, etc. Donc, où on peut trouver les actions et les obligations? Dans les marchés financiers. Deuxièmement, l'intérêt personnel qui pousse les individus à agir selon leur propre avantage, insensibles à la pression sociopolitique. Ces individus non coordonnés finissent néanmoins par profiter à la société comme s'ils étaient guidés par une main invisible, comme le dit Adam Smith dans son livre La richesse des nations. Et troisièmement, on a la concurrence qui, en laissant les entreprises libres de pénétrer et de quitter le marché, maximise la prospérité sociale, c'est-à-dire la prospérité commune des producteurs et des consommateurs. On a aussi un mécanisme de marché qui détermine les prix d'une façon décentralisée par les interactions entre acheteurs et vendeurs. Alors là, les prix déterminent ensuite l'affectation des ressources, naturellement en vue d'atteindre la plus grande satisfaction, non seulement pour les biens et les services, mais aussi pour les salaires. Un autre point, la liberté de choix en matière de consommation, de production et d'investissement. Un client mécontent peut acheter d'autres produits. Un investisseur placer son argent dans un projet plus lucratif et un travailleur quitter son emploi pour un autre mieux rémunéré. Donc ce sont des exemples sur la liberté de choix. On a aussi le rôle limité des pouvoirs publics. Donc on a dit que l'État n'a pas un grand pouvoir. Elle ne peut pas intervenir sur tous les niveaux. Donc, le rôle limité des pouvoirs publics qui doivent protéger les droits des citoyens et maintenir un environnement propre à favoriser le bon fonctionnement des marchés. Donc, l'État ici a un rôle d'un État gendarme, d'accord? Elle ne va pas interférer dans l'activité économique. En fonction de degré, force de ces piliers, on distingue différentes formes de capitalisme. Dans les économies de marché, la réglementation des marchés est minime ou inexistante. Dans les économies mixtes, le marché joue un rôle prépondérant, mais les pouvoirs publics le règlement davantage afin d'en corriger les défaillances telles que la pollution, l'encombrement, etc. De promouvoir le bien-être social ou pour d'autres raisons comme la défense ou la sécurité
public. Donc là, l'État assure la sûreté du citoyen. Le capitalisme mixte est actuellement le modèle dominant. Maintenant, on va aborder le socialisme ou bien le système socialiste. Donc, le socialisme défend la propriété collective. D'accord? Donc, ce n'est pas le secteur privé qui est le seul propriétaire des acteurs ou bien des facteurs de production, mais il y a aussi l'État. D'accord? Les entreprises appartiennent à l'État. Les prix sont fixés par les lois et donc les marchés sont régulés. D'accord? Donc là, dans le socialisme, l'État doit intervenir. D'accord? Elle ne laisse pas le secteur privé agir seul. Donc c'est ça le socialisme. D'accord? Donc c'est une propriété collective des facteurs de production. Et en plus de ça, on a la régulation des marchés. Donc le socialisme, c'est un terme qui désigne une idéologie de gauche proposant la propriété collective des moyens de production ou bien des facteurs de production. Dans un régime économique socialiste, l'État est propriétaire des usines, des manufactures, des grandes surfaces agricoles, de même que des moyens de communication et de télécommunication. Donc, on en déduit que le socialisme s'oppose totalement au capitalisme. C'est un régime dans lequel les moyens de production appartiennent généralement à des entreprises privées ou bien au secteur privé. Donc, ils sont capitalistes. Dans un régime socialiste, les échanges sont régulés en fonction d'une économie planifiée. Par contre, dans un régime capitaliste, les échanges sont déterminés par le marché. Donc, on a économie planifiée versus économie de marché. D'une manière plus générale, le socialisme constitue une revendication pour un État interventionniste. À travers quoi? À travers les éléments suivants. La régulation, la nationalisation, le protectionnisme. L'État, selon cette logique, permettrait une distribution plus égalitaire que le marché. Donc, historiquement, le socialisme, comme doctrine et idéologie, s'est développé au cours de la mobilité, d'un moment où le terme socialisme se veut une opposition au libéralisme axé sur les libertés individuelles et en particulier celles liées à la propriété. On oppose alors le social à l'individu. Le socialisme se démarque aussi dans la mesure où il estime que les solutions aux problèmes ne sont pas que politiques. Aux yeux des premiers socialistes comme Pierre-Joseph Proudhon, Saint-Simon et Karl Fourier, un changement institutionnel où le suffrage universel sont considérés comme grandement insuffisants. Donc, le socialisme de 1864 à 1870, en Europe, en France et en Allemagne en particulier, différentes écoles socialistes vont s'affronter pour s'achever par la victoire du marxisme. Donc, on dit marxisme selon le fondateur
Karl Marx. Le socialisme, dans la tradition marxiste, constitue une phase transitoire vers le communisme. Dans le socialisme, la propriété publique est assumée par l'État. Dans le communisme, l'État est aboli et l'activité économique est gérée par la communauté elle-même. Aucun pays dirigé par un parti communiste, comme par exemple l'Union soviétique et la Chine, etc., n'a prétendu avoir atteint le stade du communisme. Les autorités de ces pays ont soutenu se situer toujours dans la phase du socialisme, d'où une certaine ambiguïté des désignations. Au plan politique, le socialisme était associé à des régimes très différents, voire opposés. Dans certains cas, le socialisme s'est combiné à un accroissement des libertés, donc liberté syndicale, accès à l'éducation, programmes sociaux, etc. Certains utilisent d'ailleurs le terme social-démocratie pour désigner ce type de régime. Exemple, la Suède, pendant les années 1970. Dans d'autres cas, l'instauration du socialisme a mis fin à la démocratie et aux libertés de base. C'est le cas de l'Union soviétique, mais aussi des régimes d'Europe de l'Est, 1945 à 1989, de la Chine et de Cuba aussi. Le système mixte, on peut l'en déduire à travers les deux systèmes précédents. Donc c'est un mélange entre un système capitaliste et un système socialiste. Donc il existe de nombreuses économies mixtes de différents types, certains plus proches du capitalisme et d'autres plus proches du socialisme. Donc ils sont appelés systèmes mixtes précisément parce qu'ils sont un mélange, comme on l'a déjà dit, un mélange des deux précédents. Donc c'est ça un système mixte. Donc alors là, j'ai une petite remarque à vous donner. Donc les différents systèmes économiques sur l'axe gauche-droite. Donc concernant l'économie planifiée, donc elle s'appelle aussi le système socialiste. Donc on dit système socialiste ou bien on dit économie planifiée. C'est la même chose. Et sur l'axe droite, on a la libre entreprise. Donc c'est quoi la libre entreprise? C'est l'économie de marché. Donc on dit économie de marché ou bien on dit aussi le système capitaliste. Donc on a économie planifiée, économie mixte et libre entreprise. On peut dire aussi système socialiste, système mixte et système capitaliste. D'accord? Donc l'économie planifiée, c'est le système socialiste et le libre entreprise ou bien l'économie de marché, ça veut dire le système capitaliste. Et l'économie mixte, c'est un mélange entre ces deux derniers-là. D'accord? Donc, généralement, un système économique est un mode de fonctionnement de l'activité économique d'un État. Le système économique a des impacts notamment sur la gestion de la production d'un pays et sur le fonctionnement du marché du travail. Donc, comme on l'a déjà dit, il existe
trois types de systèmes économiques: l'économie planifiée, l'économie mixte et la libre entreprise, ou bien ce qu'on appelle l'économie de marché. Ces systèmes ont chacun des caractéristiques spécifiques, mais ces derniers peuvent être influencés et adaptés selon la réalité de chacun des pays. Donc les systèmes économiques peuvent, tout comme les idéologies, être positionnés sur l'axe gauche-droite, comme vous le voyez. Donc, mais il faut savoir que, en théorie, ces trois systèmes économiques sont distincts l'un les uns et des autres. En pratique, cependant, ce n'est pas toujours très clair. Même si l'économie d'un État est qualifiée de planifiée, elle peut malgré tout avoir quelques traits d'une économie de libre entreprise ou bien économie de marché. À l'inverse, un État ayant une entreprise ou bien une économie de libre marché peut lui aussi avoir quelques traits d'une économie planifiée. D'accord? Donc, par exemple, bien que l'économie des États-Unis soit basée en grande partie sur l'entreprise privée et les lois du marché, la participation de l'État dans certains domaines économiques, comme la réglementation du prix de certains biens, témoigne d'une intervention de ce dernier dans l'économie du pays. Ce sont des caractéristiques qui relèvent plutôt d'un système économique mixte. Il est donc possible que l'économie d'un même État soit qualifiée de mixte dans une source et d'économie de marché dans une autre. D'accord? Donc on commence par l'économie planifiée. Ce système économique préconise la nationalisation des moyens de production. Donc on dit nationalisation ou bien on dit la propriété publique des moyens de production. Donc l'État détermine d'avance la production, la nature et la quantité en moyen d'un plan s'échelonnant sur une ou plusieurs années. Par exemple, dans une économie planifiée, les prix sont fixés par l'État. L'économie planifiée est liée à la gauche, car elle implique une grande intervention de l'État de l'économie. L'entreprise privée, il y a peu ou tout simplement pas de place. Donc, une nationalisation survient lorsqu'un État se transfère la propriété ou le contrôle de certains biens, ressources ou entreprises privées. Par exemple, au Québec, l'Hydro-Québec est une compagnie qui a été créée à la suite de la nationalisation de l'électricité. Elle est donc devenue une propriété publique et est sous le contrôle du gouvernement du Québec. Donc ça, c'est un exemple de la nationalisation. Donc on a un autre exemple. Par exemple, l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, avait une économie planifiée, ou bien un système socialiste. Toutes les décisions concernant la production et la distribution des biens étaient prises par, par qui? Par le gouvernement central et envoyées au lieu de production ou de distribution. De cette manière, une usine recevait chaque année le nombre de roues d'automobile qu'elle devait produire. Des vêtements aux immeubles résidentiels en passant par les clous et les vis. Toute la production économique soviétique découlait d'une planification par le gouvernement central. D'accord? Donc ça, c'est un exemple sur l'économie planifiée ou bien l'économie sur l'axe gauche.
Donc maintenant, on va passer à l'économie mixte. Donc, dans une économie mixte, l'État et l'entreprise privée ont chacun un rôle à jouer. La liberté d'entreprise prime, mais l'État a la responsabilité d'intervenir dans la réglementation et quelquefois dans la nationalisation d'entreprises pour atteindre certains objectifs. Ce système économique est associé au centre. Aujourd'hui, la majorité des pays occidentaux ont une économie mixte. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'économie québécoise. C'est une économie mixte. Certaines industries sont contrôlées par l'État, comme la production d'électricité avec Hydro-Québec ou la vente d'alcool avec la Société des alcools du Québec. Mais au-delà de ces sociétés d'État, ce sont les lois du marché, l'offre et la demande qui organisent l'économie. L'entreprise privée est très présente et peut fonctionner selon sa propre initiative. L'État intervient toutefois régulièrement dans la réglementation de certaines parties de l'économie. C'est le cas notamment dans la mise en place de normes environnementales pour les industries ou dans l'établissement d'un prix plancher pour la vente du lait. Par exemple, le lait ne peut pas être vendu à un prix plus bas que le prix plancher pour assurer un revenu minimum aux producteurs. Et on a aussi la libre entreprise. Donc on dit libre entreprise ou bien on dit l'économie de marché. On dit aussi le capitalisme. Donc l'économie de marché, aussi appelée la libre entreprise, est un système économique caractérisé par la valorisation de l'entreprise privée. Contrairement à l'économie planifiée, où l'État détermine ce qu'il faut produire, c'est l'offre et la demande, appelées aussi les lois du marché, qui dictent le fonctionnement de l'économie et les prix dans une économie de marché. La libre entreprise est associée à la droite. L'intervention de l'État étant faible et l'entreprise privée étant dominante. Donc, par exemple, les États-Unis appliquent le système économique de l'économie de marché. L'entreprise privée occupe la place centrale dans l'économie de ce pays. Les entreprises décident de ce qu'elles veulent produire, quand et en quelle quantité. L'État n'intervient que très peu, parfois en octroyant certaines subventions, d'autres fois en établissant certaines règles auxquelles les entreprises devront se conformer. Les lois du marché demeurent cependant à la base du système économique. Donc, j'ai récapitulé la différence entre le système capitaliste et le système socialiste dans ce tableau-là. Donc, il y a plusieurs niveaux de différence entre les deux systèmes. On va commencer par la propriété des moyens de production ou bien des facteurs de production. Donc, concernant le capitalisme, la propriété est privée. Et quant au socialisme, la propriété collective ou étatique. Donc, dans le socialisme, c'est l'État qui est propriétaire des facteurs de production ou bien une propriété collective, ça veut dire secteur étatique plus secteur privé. Par contre, dans le capitalisme,
c'est le secteur privé qui est le seul propriétaire des facteurs de production. Deuxième niveau, le mode de régulation et le rôle de l'État. Alors là, lorsqu'on dit mode de régulation, on parle de la structure des marchés et comment définir les quantités et les prix des biens et services qui sont exposés sur le marché. Donc, concernant le capitalisme, c'est le marché qui détermine les prix à travers la loi de l'offre et de la demande. Et l'État n'est qu'un État gendarme. Donc, vous connaissez le mot État gendarme. Je crois que je l'ai dit dans une séance précédente. Donc, l'État gendarme, son rôle est de fournir quoi? Fournir la sûreté de la société. Donc, c'est ça, un État gendarme. Elle n'intervient pas sur le plan économique, d'accord? Par contre, le socialisme, on a le plan, l'organisation de l'État, elle impose quoi? Impose les prix et les quantités à produire. Donc le capitalisme, c'est le marché qui détermine les prix. D'accord? À travers la concurrence. La concurrence comment? Concurrence parfaite. Mais dans le socialisme, c'est l'État qui définit les prix et les quantités à travers la régulation. Troisièmement, le troisième niveau, c'est le rôle des entreprises. Donc l'entrepreneur ou bien le producteur libre de ses choix économiques recherche le profit. Donc le premier but de l'entreprise capitaliste est de gagner ou bien de réaliser un profit en concurrence avec d'autres entreprises. Donc il y a une concurrence parfaite. Par contre, l'entrepreneur ou bien le producteur ne recherche pas le profit dans le système socialiste. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de concurrence entre les entreprises étatiques. C'est ça la différence entre les entreprises capitalistes et les entreprises socialistes. Quatrième niveau, on a la structure sociale. Donc, lorsqu'on parle de structure sociale, on parle des pauvres et des riches, d'accord? Donc, dans le capitalisme, on a plusieurs classes sociales, donc plusieurs niveaux, riches, pauvres, etc. Donc, vous connaissez ces degrés de structure sociale. Par contre, le socialisme supprime progressivement des classes sociales. D'accord? Donc, on ne trouve pas de différence entre les citoyens. Il n'y a pas un riche et un pauvre. D'accord? Et finalement, on a la structure politique. Donc, généralement, le capitalisme a une structure démocratique, généralement. Et le socialisme, c'est un système de partis unique. D'accord? Donc, c'est ça la différence ou bien la comparaison entre capitalisme et socialisme. Et concernant le système mixte, donc, il englobe les deux systèmes, d'accord? Donc, il prend les propriétés capitalistes et les propriétés socialistes. Donc, un mélange, d'accord? C'est ça la différence. Maintenant, on va aborder les composants d'un système économique. Donc, vous connaissez ces composants-là. N'ayez pas peur. Donc, premièrement, on a les biens et les services. Deuxièmement, les agents économiques tels que l'État ou bien les administrations publiques, les ménages et les entreprises. Et on a aussi les facteurs de production. Donc, il y a deux facteurs de production les plus répandus sont le capital et le travail.
Donc, ce sont les composants d'un système économique. On ne doit pas les détailler parce qu'on a déjà vu ces composants-là dans les cours précédents. Donc, les systèmes économiques qu'on a vus sont issus des courants économiques que le monde a vécu il y a longtemps, ou bien ce qu'on appelle la pensée, ou bien l'histoire de la pensée économique. Donc, elle comporte les précurseurs, l'école classique, l'école marxiste, l'école néoclassique et l'école keynésienne. Donc, on va détailler ces courants-là. On commence par les précurseurs. Donc, les précurseurs comportent deux courants, le mercantilisme et les physiocrates. Donc, on commence par le mercantilisme. C'est un fait du commerce international, un simple levier de puissance au service de pouvoirs politiques. Il faut augmenter les importations d'or et d'argent, qui sont les vraies richesses, pour augmenter les recettes fiscales. D'accord? Donc, selon les mercantilistes, la richesse se représente à travers l'argent et l'or. D'accord? Ensuite, on a les physiocrates qui sont faits les précurseurs du libéralisme économique, car ils sont ennemis des barrières et des freins à l'échange, qui freinent le dynamisme de l'agriculture, laquelle représente pour eux la source de richesse centrale. Donc, selon les physiocrates, c'est la terre qui est la source de richesse. Donc, concernant le mercantilisme, c'est l'or et l'argent qui font la richesse. Et selon les physiocrates, c'est la terre ou bien l'agriculture qui fait la richesse d'une nation. D'accord? Donc, c'est ça le courant des précurseurs. Donc, le mot mercantiliste vient de l'italien mercante, qui signifie marchand. C'est une doctrine qui explique que la puissance de l'État résulte de l'enrichissement de la nation. Les mercantilistes sont populationnistes. Les thèmes économiques du mercantilisme sont la réflexion sur le commerce international, le rôle de la monnaie et l'intervention de l'État dans l'économie. Donc, ce sont les thèmes économiques du mercantilisme. Donc, vu comme un jeu à somme nulle et lieu de compétition entre les nations, la richesse repose sur l'or que détient un pays. Alors, il faut exporter beaucoup et être payé en or ou convertir les gains en or. Les importations sont limitées car elles sont considérées comme néfastes. Les mercantilistes développent ainsi une pensée protectionniste à travers des barrières tarifaires. Il y a un clivage entre ceux qui pensent que l'augmentation de la quantité de monnaie dans l'économie a des effets inflationnistes et ceux qui pensent que cela permet de soutenir l'activité économique. Chez certains mercantilistes,
la quantité de monnaie est confondue avec la richesse du pays. Un pays riche, pour Bullioniste, est un pays qui dispose de beaucoup de monnaie, ça veut dire d'or. Une justification de l'intervention de l'État à travers le colbertisme afin de favoriser le développement des grandes manufactures compétitives au niveau international. Maintenant, on passe au physiocrate. Donc, c'est une doctrine qui est délimitée entre 1750 et 1770 en France. Donc, elle explique l'idée du libre-échange qui marque l'opposition à l'interventionnisme étatique. Elle rejette le protectionnisme et le mercantilisme et considère l'initiative privée comme le moteur du libéralisme. Elle considère que l'activité agricole est la source de richesse exclusive et les agriculteurs sont appelés la classe productive. D'accord? Donc les mercantilistes considèrent la source de richesse et l'or et les physiocrates considèrent l'agriculture et la source de richesse. Maintenant, on va passer à l'école classique, donc deuxième courant économique. Les Lumières écossaises, conjuguées au début de la première révolution industrielle britannique, ont créé des conditions d'un vrai renouveau de la pensée économique. Adam Smith publie Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations en 1776. David Ricardo, des principes de l'économie politique et de l'impôt en 1819. D'accord? Donc Adam Smith parle de la richesse des nations et David Ricardo parle des impôts. D'accord? Ou bien de la politique fiscale. Ces ouvrages célèbres contiennent nombre d'avancées théoriques concernant la détermination de la valeur, les bénéfices de l'échange international, les conditions et les vertus de la concurrence, etc. La source de la richesse est identifiée dans la production marchande de biens et plus précisément dans l'activité manufacturière. C'est une avancée majeure permettant aux penseurs de l'économie de déplacer leurs réflexions à l'intérieur même de la sphère productive, alors qu'auparavant, ils se cantonnaient à la question de la circulation et de la distribution de la richesse. D'accord? Donc, c'est ça l'école classique. Donc, généralement, on a deux auteurs les plus célèbres, c'est Adam Smith et David Ricardo. C'est eux qui ont créé cette école classique. Donc, Adam Smith à travers La richesse des nations et David Ricardo à travers la politique fiscale ou bien la politique de l'impôt. D'accord? Donc, c'est ça l'école classique. Alors, le développement de la théorie classique correspond à une période singulière, celle de la révolution industrielle en Grande-Bretagne, premier pays concerné par la révolution industrielle. Donc on a une nouvelle conception de l'origine de la richesse des nations, un libéralisme raisonné et une croissance et accumulation du capital. Donc parmi les philosophes de cette époque,
On a Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo et Jean-Baptiste Say. D'accord? Ce sont des auteurs de l'école classique. Les classiques considèrent que la richesse des nations résulte des pouvoirs productifs du travail humain. Adam Smith accorde une place primordiale à la division du travail. Donc, on sait accroître la productivité du travail et les richesses produites au niveau national. C'est une doctrine qui affirme le caractère fondamental de la liberté individuelle dans les domaines politiques et économiques et qui s'oppose à toute forme d'intervention de l'État. Donc, premièrement, on a la valeur et la répartition. Pour les classiques, la valeur d'un bien résulte de la quantité de travail nécessaire à sa production, y compris le travail nécessaire à la production des machines. C'est la théorie de la valeur travail. Trois sortes de revenus issus de la production. On a les salaires, les profits et les rentes. Donc les salaires concernent le travail, c'est la rémunération. Les profits, c'est pour le capital et les rentes, c'est pour la terre. Donc lorsqu'on cultive la terre, on va avoir de la rente. Donc seule la production matérielle est une production véritable et les producteurs de services sont rémunérés par le transfert de revenus issus de la production. Et concernant le fonctionnement du marché, selon Adam Smith, on a la notion de la main invisible. En agissant sur la considération de son intérêt personnel, la force de l'économie de marché permet à chacun de participer à la réalisation de l'intérêt général. Cela ne peut se faire que s'il existe un marché concurrentiel. Donc on doit avoir la concurrence parfaite. On a aussi, concernant le fonctionnement des marchés, on a la notion ou bien la loi de débouché qu'on a déjà vu de l'auteur Jean-Baptiste Say. Toute offre crée sa propre demande. Ça veut dire toute production entraîne la distribution de revenus qui, d'une façon ou d'une autre, seront dépensés de sorte qu'une crise de surproduction globale est impossible. Et on a aussi la croissance et l'accumulation du capital. Donc Adam Smith préconise de produire davantage de richesses car la population s'accroisse rapidement et la pérennité d'un système en dépend. Donc une croissance liée à l'étendue du marché selon Adam Smith. La croissance provient du progrès technique, en particulier de la division du travail au sein des manufactures. La division du travail permet d'accroître sensiblement la productivité du travail. Elle est limitée par l'étendue du marché. L'élargissement de la taille du marché, commerce international, permet d'accroître la productivité du travail et par conséquent la production de richesses. Donc après l'école classique, on a l'école marxiste. Donc les œuvres de Karl Marx, 1818 jusqu'à 1883, et de Friedrich Engels sont difficilement séparables, tant leur parcours militant, leurs œuvres et leurs correspondances sont intimement liées. En histoire de la pensée, le moment Marx-Engels
marque à la fois la fin de l'économie classique, qu'ils vont radicaliser jusqu'au point de rupture, et la naissance de la doctrine moderne du communisme, le marxisme complété par le léninisme et le trotskisme, qui se voulait un socialisme scientifique, fondé par un raisonnement matérialiste, une approche historique des rapports sociaux et la subversion politique de la boîte à concepts économiques élaborée par les économistes classiques dans les décennies précédentes. Donc le capital est, au dire de Marx, le plus redoutable missile qui ait été lancé à la tête de la bourgeoisie. La fusion de la philosophie matérialiste et de l'attention au processus historique a créé une nouvelle philosophie, ce qu'on appelle le matérialisme historique. D'accord? Donc c'est Karl Marx qui a fondu l'école marxiste. Donc quelles sont les critiques marxisme? Donc l'exploitation de la force de travail, la marchandise et la valeur d'échange. Donc selon Karl Marx, une marchandise a trois caractéristiques. C'est un bien utile, donc reproductible et destiné à être vendu. Donc on a une équation. La valeur d'échange est égale à la quantité de travail socialement nécessaire pour la produire. Donc la force de travail et sa valeur. La force de travail est égale aux actifs immatériels. Elle est destinée à être vendue sur le marché du travail. Donc c'est une valeur d'échange, ce qu'on appelle la VE. Donc la VE reçoit la quantité de travail nécessaire socialement pour la produire. Elle est nécessaire à l'achat des biens et services dont dépend la survie des travailleurs. Donc après la force de travail, on a la création de plus-value. En rémunérant les salariés par des salaires inférieurs à la valeur de la production qu'ils créent, les capitalistes bénéficient d'une plus-value suite à un surtravail non payé aux salariés. La mise en valeur du capital. Le capitalisme dispose au départ d'un capital qu'il met en valeur en le transformant en marchandise qui se transformera en argent. Donc, l'argent reçoit la marchandise, ce qui reçoit de sa part l'argent A', alors que A' est supérieur à A. D'accord? La différence sera réinvestie dans le processus de production. Donc, sachant que les crises, c'est une nécessité. La baisse tendancielle du taux de profit, la crise, un moyen de régulation, l'impérialisme, stade ultime du capitalisme. Maintenant, on va voir l'école néoclassique. Donc, c'est une extension de l'école classique. L'école néoclassique, née dans les années 1870, regroupe des économistes rattachés au courant marginaliste. Donc, la marginalité, ça vient du mot utilité marginale, d'accord, qu'on a vu dans un cours précédent. Ces théories sont en garde, ou bien en grande partie encore dominantes aujourd'hui, et elles se basent sur les notions d'utilité marginale et d'équilibre du marché et sur conception de l'individu. L'école néoclassique
emploie une base microéconomique. Donc, l'utilité marginale, on la trouve dans la microéconomie, fondée sur l'individualisme méthodologique. Donc, pourquoi l'individualisme? Parce qu'elle étudie le comportement de l'individu, que ce soit un consommateur ou bien un producteur. Elle analyse les comportements des individus et en déduit des phénomènes collectifs, notamment l'offre, la demande et l'équilibre du marché. Ce même présupposé théorique se retrouve aussi dans la théorie des choix publics. Libéraux, les économistes néoclassiques s'opposent à l'intervention de l'État dans l'économie. Ils font confiance au marché pour allouer efficacement et justement les ressources. D'accord? Donc, on dit allouer les ressources ou bien on dit répartir les ressources. Donc, c'est le même terme. Parmi les critiques de l'approche néoclassique, on retrouve les régulationnistes. D'accord? Ça vient du mot régulation. Donc, c'est ça l'école néoclassique. Elle base sur l'utilité marginale et la microéconomique. Elle se base sur ces deux notions-là, d'accord? Ce courant des néoclassiques doit son nom au fait qu'il reprend une grande partie de l'analyse classique. En particulier, les néoclassiques considèrent que les mécanismes du marché mènent à l'équilibre à travers la main invisible de Adam Smith. Donc, il ne saurait y avoir de crise de surproduction globale si les marchés fonctionnent bien, selon Jean-Baptiste Say à travers la loi des débouchés. C'est une doctrine qui explique les comportements des agents économiques en vue de l'allocation optimale des ressources rares à usage alternatif en adaptant la microéconomie comme base de leur analyse économique. Donc c'est une approche microéconomique. Au début de 1870, trois penseurs européens, William Stanley, Karl Menger et Leon Wallace, ce concept d'utilité marginale. L'innovation des marginalistes est que le calcul économique de l'agent porte sur l'utilité marginale du bien, c'est-à-dire celle de la dernière unité consommée. Ainsi, l'utilité marginale d'un bien est le supplément d'utilité attendu à la marge de l'acquisition dans l'échange d'une unité supplémentaire de ce bien. Le marginalisme fonde une théorie néoclassique, individualisme méthodologique. Rien ne dépasse les individus et il n'y a pas d'acteur collectif. Il n'y a pas de différence, en particulier aux classes sociales. L'individu a un comportement égoïste et calculateur et son unique objectif est de maximiser son bien-être et ou son profit sous contrainte budgétaire. Alors, il doit prendre des décisions optimales en fonction des prix, des décisions qui supposent l'existence de prix pertinents. Les seuls prix sont donc ceux qui vont révéler sur le marché les utilités marginales perçues par les contractants. La valeur est subjective et le prix de marché en est la seule expression objective. Seul le marché révèle un prix. Le prix naturel, celui devant s'imposer, est donc le prix d'équilibre du marché. Il se dégage spontanément pour peu qu'on laisse fonctionner le marché librement. Exemple, le marché de travail.
Selon le raisonnement du chômage volontaire, le chômage ne peut être que volontaire. Si le salarié considère le salaire d'équilibre comme insuffisant, il refuse l'emploi. Si l'offre de travail est supérieure à la demande de travail, les salaires baissent. Il en découle une diminution de l'offre de travail car l'utilité marginale du travail est inférieure à sa désutilité marginale. La baisse des salaires se traduit par l'augmentation de la demande, d'où un retour mécanique à l'équilibre entre l'offre et la demande de travail. Alors, le chômage ne peut provenir que de l'existence d'imperfections sur le marché du travail. Salaire minimum, syndicat, etc. Imperfections empêchant la baisse du salaire. Les revenus sont les prix des services producteurs. Pour les néoclassiques, les revenus sont les prix de marchandises, facteurs de production, services producteurs. L'activité de production n'est pas une activité économique, elle est une pure activité technique qui consiste à combiner des facteurs production échangés sur des marchés pour produire des biens qui à leur tour seront échangés et valorisés sur les marchés. On écarte toutes les références qui vont avec les classes sociales, la valeur de travail, la détermination conjointe des revenus. Le principal, ou bien la principale conclusion des néoclassiques est que le mouvement des prix permet d'équilibrer les marchés. Les comportements des individus, consommateurs et producteurs, sont donc déterminés par les prix. Et finalement, on va clôturer par l'école keynésienne. Donc, qui ne sait pas Keynes, John Maynard Keynes? Donc, le keynésianisme théorique est beaucoup plus difficile à définir car il est traversé de multiples courants revendiquant plus ou moins explicitement l'héritage intellectuel de Keynes. On peut néanmoins considérer qu'une théorie est keynésienne si elle défend au moins l'un des trois résultats suivants. Donc, il y a trois conditions pour dire qu'on est dans une économie keynésienne. Premièrement, l'économie peut se trouver en situation de blocage dans des régimes où la demande globale est insuffisante. D'accord? Donc, on a l'offre est supérieure à la demande. C'est la première condition. Deuxièmement, le chômage de masse est essentiellement un chômage involontaire. D'accord? Les chômeurs seraient prêts à travailler pour un salaire inférieur ou égal au salaire actuellement versé à ceux qui ont un emploi. Et troisièmement, la monnaie joue un rôle essentiel dans les ajustements macroéconomiques. Donc l'école keynésienne se base sur des notions macroéconomiques. Au contraire, l'école néoclassique se base sur des notions de la microéconomie. D'accord? Donc c'est ça la différence entre école néoclassique et école keynésienne. La période de l'entre-deux guerres mondiales est principalement marquée par la Grande Dépression économique. On assiste alors à une remise en cause radicale et généralisée des certitudes libérales sur l'efficacité des marchés et un processus de transformation institutionnelle, économique et politique auquel on a commencé à donner le nom de révolution keynésienne avec la publication en 1936 par John Maynard Keynes de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie.
Donc, selon Keynes, les agents économiques effectuent leurs décisions dans un cadre d'incertitude radicale. L'homo economicus est perdu dans ce cadre, car il n'a rien à quoi se raccrocher. Il ne peut pas savoir. Dans ce contexte, les anticipations deviennent un phénomène collectif, intersubjectif. Donc Keynes met en cause l'usage des probabilités dans son ouvrage intitulé Traité des probabilités en 1921. Donc l'homo economicus se présente donc comme un individu rationnel, c'est-à-dire calculateur qui dispose de ressources rares qui peuvent être affectées à des usages différents. Mais dont les besoins sont limités ou bien sont illimités, qui effectue ses choix en fonction de son intérêt propre, qui cherche donc à obtenir la plus grande satisfaction avec le minimum d'efforts. Donc chez Keynes, la monnaie est demandée pour elle-même. Dans un cadre d'incertitude radicale, la monnaie est le seul actif qui permet de se prémunir les aléas, ça veut dire la liquidité, ou de saisir des opportunités, d'où l'intérêt de thésaurier. Quand on a des ressources, on préfère les liquidités. Donc le taux d'intérêt va être comme le prix de la rénonciation à la liquidité. Donc si le taux d'intérêt augmente, la liquidité diminue ou bien baisse. Et c'est le contraire qui se passe. Si le taux d'intérêt baisse, la liquidité augmente.